Citoyens, bonjour. Aujourd'hui, changement de studio, comme vous pouvez le constater, avec ce nouvel éclairage et ce nouveau lieu de tournage. D'épisode en épisode, nous essayons de nous professionnaliser et de monter en qualité pour vous offrir la meilleure expérience possible dans le cadre de nos Odyssées de l'Histoire. Avant d'en venir au sujet du jour, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne, en cliquant sur la petite cloche pour ne rater aucun de nos futurs épisodes. Aussi, citoyens, vous trouverez dans la description ci-dessous les moyens de nous soutenir dans notre combat. Vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, nous suivre sur les réseaux sociaux, faire un don ou encore devenir membre des Cordeliers, l'association et média qui fait vivre cette chaîne. Nous vous serons extrêmement reconnaissants même d'une petite participation qui nous permettra de vous proposer encore davantage de contenu. Dans cet épisode, nous irons à la rencontre d'un personnage exceptionnel, l'une des plus grandes figures de l'histoire de France, le cardinal de Richelieu. Souvent honni par les milieux contre-révolutionnaires parce qu'il fut, au détriment de l'aristocratie, un architecte redoutable de l'absolutisme royal, souvent honni par les milieux républicains parce qu'il fut, durant le siècle de fer, un architecte redoutable de l'absolutisme royal, Richelieu demeure, quoi que l'on pense de lui, une illustration emblématique de l'homme d'État, à la tête d'un royaume puissant. Alors, sans plus attendre, générique, moteur, action. Armand Jean Duplessis de Richelieu naît le 9 septembre 1585 dans une famille de la petite noblesse. Son père, François IV Duplessis, seigneur de Richelieu, est grand prévôt de France, une charge importante, mais meurt alors qu'Armand n'a que 5 ans, et sa mère, Suzanne de la Porte, est issue d'une famille de parlementaires. Troisième des 5 enfants de ses parents, alors qu'il a étudié notamment la philosophie, le latin ou encore les arts, le jeune Armand se destinait à la carrière des armes. Citoyens, je vous demande de garder ce détail à l'esprit, car il est d'importance. Sa famille le soustrait à ce destin d'homme de guerre de façon à ne pas perdre l'évêché de Luçon, qu'elle avait en bénéfice et qu'elle est à son frère Alphonse. Mais voilà que ce dernier y renonça, préférant une vie religieuse plus austère. Notre cavalier Agile, grand séducteur, est donc ordonné évêque en 1606, sous le règne d'Henri IV. Mais souvenez-vous que le premier roi Bourbon est assassiné par Ravaillac le 14 mai 1610. Le jeune Louis étant encore mineur, c'est sa mère, la reine Marie de Médicis, qui est chargée du pouvoir en étant nommée régente du royaume avec tout pouvoir et autorité. Relevons que c'est la première fois que le Parlement était ainsi sollicité pour sanctionner l'institution d'un gouvernement de minorité, ce qui, dans le contexte de l'époque, et notamment à la suite, d'une part, des rivalités entre la monarchie des Valois et le parti ultra-catholique, d'autre part, avec les années de guerre menées par Henri IV pour, disons-le clairement, reconquérir son royaume, renforçait l'idée que le dit Parlement était représentant de la nation en l'absence d'états généraux. Les états généraux, justement, furent convoqués en 1614 à l'issue de la régence de Marie de Médicis. Louis XIII était désormais en âge de régner. Parmi les 140 ecclésiastiques députés pour leur ordre, qui réclament la publication du Concile de Trente, le jeune évêque de Luçon, Richelieu, l'homme est d'une intelligence redoutable et orateur brillant, s'y fait remarquer. Enchevêtrement de l'histoire, l'ascension de Richelieu accompagne la longue descente de Marie de Médicis. Effectivement, et je vous prie de m'excuser et de me hâter sur certains éléments pour ne point perdre de vue notre protagoniste, le favori de Marie de Médicis, Concino Concini, est assassiné en 1617 sur l'ordre du jeune roi Louis XIII en personne, la mère du souverain, perd son influence. Commence une longue rivalité et des querelles terribles entre Marie de Médicis et Louis XIII. S'ajoute à cela un obstacle de taille pour Marie de Médicis. La vision politique de Richelieu, nommé cardinal par le pape Grégoire XV en 1622, et ses grandes qualités intellectuelles lui attirent les bonnes grâces de Louis XIII dont il entend affermir l'autorité. En avril 1624, le roi a fait de Richelieu son principal ministre. À ce propos, dans sa biographie consacrée au souverain, l'historien Pierre Chevalier écrivait que Richelieu fut, je cite, le principal ministre d'un souverain de droit divin. Se dessine déjà la configuration d'un exécutif à 2 têtes. Si Louis XIII reste incontestablement, et à contrario de la propagande des ennemis de Richelieu, le seul maître à bord, le cardinal a une ambition remarquable, remarquée jusque par les officiels étrangers. Ainsi, l'ambassadeur vénitien Giovanni Pesaro notait le 1er mai 1624 « Il est le personnage le plus intelligent et le plus perspicace de ce royaume, capable des plus grandes choses, amateur de richesse, ambitieux des honneurs, voulant être le seul à commander.
Vous comprendrez que le cardinal se ferait de nombreux ennemis, jusqu'à la mère du roi, qui avait été pourtant un des moteurs de son ascension politique. Marie de Médicis, constatant ce que l'historienne Marie-Laure Leguet appelle la domination intellectuelle incontestable de Richelieu sur Louis XIII, craint l'influence du cardinal. La politique de ce dernier était aux antipodes de celle de la reine-mère, qui réclama qu'il fût démis. S'ouvre pour nous un drame politique célèbre, la journée des dupes. L'événement se déroule en réalité sur les journées des 10 et 11 mai 1630. Le 10, Marie de Médicis est dans son palais du Luxembourg, tandis que Louis XIII se trouve dans ce qui n'est alors qu'un pavillon de chasse au milieu des marécages, Versailles. Si Louis XIII accepte de démettre Richelieu de ses fonctions de surintendant et aumônier de la reine, il n'est pas question pour lui de se séparer de son principal ministre. Mais voilà que le 11, ce dernier se rend au Luxembourg pour remettre sa démission. Il y trouve le roi en compagnie de sa mère. Celle-ci allait se suicider politiquement. De façon déraisonnée et passionnelle, Marie de Médicis exige que Richelieu soit renvoyé. Les apparences, jusque-là, consacraient la défaite du cardinal, qui sort vainqueur de cet affrontement. La reine est dupée. Monsieur le roi, son fils, la sacrifie au principe théorisé par son ministre, la raison d'État. Profitons de la sortie récente du deuxième volet des Trois Mousquetaires, le dernier film de Martin Bourboulon, pour essayer de saisir dans les arcanes de l'histoire les éléments dont s'est emparé Alexandre Dumas pour créer une fiction passionnante, certes, une intrigue politique évidemment bien ficelée, mais également contribuer à, sinon façonner, du moins réactiver ce qu'il convient de désigner comme la légende noire de Richelieu. Les opposants à Richelieu s'organisent autour de Marie de Médicis et de Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII. Dans un manifeste contre le cardinal, qu'il accuse de vouloir commettre des crimes abominables et de retourner le roi contre sa famille, Gaston écrit « Il y a bien longtemps que le cardinal de Richelieu a dessein formé de se rendre souverain de cette monarchie, sous le titre de ministre du royaume. Et encore qu'il vous laisse le nom et la figure de roi pour un temps, il veut pourtant vous mettre en sa dépendance de gré ou de force. Et après s'être défait de vous et de moi, finalement demeurer le maître. Pour mettre son plan en œuvre, il a jugé nécessaire d'avoir en même temps 3 choses en sa puissance. La première est la force du royaume, comprendre la puissance militaire. La seconde, votre conduite. Et la troisième, votre personne, celle de la reine Madame ma mère et la mienne conjointement en sa possession. Gaston poursuit, indiquant que le cardinal a en sa main les places fortes et l'armée. Souvenez-vous, Richelieu ne se destinait pas à la pourpre romaine, l'accusant au fond de n'être rien moins qu'un usurpateur en devenir et écrivant à son frère « Il est aujourd'hui maître absolu de votre conduite ». Nous pouvons imaginer allègrement que Louis XIII ne se laissa ni convaincre, ni encore moins séduire par ces accusations, au fond, de faiblesse et d'incapacité. Et la réalité historique n'avalise pas l'idée qu'il y eut un complot du cardinal qui en aurait fait le roi de fait, bien qu'il exerçât une réelle autorité politique. Actons que même sous l'absolutisme, le roi ne gouverne pas isolé sur son trône. Il a le devoir de s'entourer de son conseil. En tant que principal ministre, la place de Richelieu y était prépondérante et les affaires traitées en amont avec le roi. Gagné au discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, qui pose la théorie de Descartes, Richelieu analyse les circonstances avec distance, rigueur et sens critique, de façon à adopter l'attitude la plus pragmatique possible. Voilà qui le conduit à théoriser la raison d'État. Pour le cardinal, les décisions politiques doivent être prises à l'aune de ce principe qui place les intérêts supérieurs de l'État au-dessus de toute autre considération, fût-elle religieuse, ce qui le conduit parfois à déstabiliser ennemis et amis. Richelieu, cardinal de l'Église catholique, pourrait sembler s'effacer derrière Richelieu, principal ministre du royaume de France lorsque, contre le très catholique empire Habsbourg, il s'allie dans la guerre de 30 ans aux royaumes et principautés protestantes. Pour l'homme d'État qu'il est incontestablement, les intérêts du royaume de France passent par la réalisation d'une politique anti-habsbourgeoise, la dynastie cernant la France par l'Espagne au sud et le Saint-Empire à l'est. En revanche, dans le royaume de France, il est bien question pour lui de ruiner le parti huguenot. Entendons-nous bien, le cardinal ne s'inscrit pas dans la filiation de la politique ultra-catholique des Guises. Partisan du gallicanisme, il est bien question pour lui d'asseoir l'autorité du roi sur l'Église de France et, vis-à-vis des protestants, de convertir par la raison. Le cardinal n'attaque pas l'édit de Nantes et paraît s'inscrire dans une démarche qui fut celle de Michel de l'Hôpital sous les Valois. En revanche,
il n'est pas question pour lui que cette tolérance ouvrit une nouvelle guerre de religion et donna aux protestants la possibilité de former un État dans l'État. Richelieu veut, je cite, la dépolitisation du parti protestant. Ceci est d'autant plus important à saisir que l'agitation protestante en Béarn avait conduit Louis XIII à mener des troupes à Pau en 1620. Ceci déclencha près d'une nouvelle décennie de guerre, avec des chefs protestants talentueux, Henri et Benjamin de Rohan. À cette guerre civile de religion s'ajoutait un conflit extérieur et une menace d'invasion et d'intelligence avec l'ennemi, puisqu'en 1627, le royaume d'Angleterre se déclarait protecteur des réformés français et que le duc de Buckingham, que vous connaissez grâce à l'œuvre de Dumas et ses adaptations cinématographiques, prépara une expédition à la tête d'une flotte considérable. Plus de 80 vaisseaux de guerre et 10 000 hommes. Le moment clé de ce conflit fratricide est bien évidemment le siège de la place forte de La Rochelle en 1627. La ville fut ouverte aux Anglais et Richelieu en personne en organise les opérations de siège. Vous connaissez probablement le tableau de la Motte, très largement postérieur aux événements puisqu'il a été composé en 1881, qui montre le cardinal en armure. Le principal ministre n'a rien oublié de sa fibre d'homme de guerre. Les conditions pour les assiégés sont terribles. La famine finit par ravager la ville et lorsqu'elle donne sa reddition, après plus d'une année, en 1628, seuls quelques milliers d'habitants ont survécu. Ils étaient 25 000 avant le début des opérations. Cette victoire douloureuse et coûteuse en vie reste, sur les plans militaires d'abord, et politique, un succès pour Richelieu. La politique, le cardinal de Richelieu ne la coupe point des arts et des lettres qui, au contraire, la nourrissent. Richelieu se fait presque bâtisseur lorsqu'il fait agrandir, après l'avoir acheté, l'hôtel de Rambouillet. Y interviennent des artistes qu'il protège, comme le peintre Philippe de Champaigne ou l'architecte Jacques Lemercier. Le palais cardinal, c'est ainsi qu'on l'appelle, symbolise la puissance, la dignité, la richesse de Richelieu. Dans la bibliothèque de cet homme de lettres, on comptera, après sa mort, 6135 titres pour 7000 volumes. Le principal ministre de Louis XIII s'entoure d'intellectuels, de juristes, d'artistes de son temps. Cette micro-république des lettres a bien évidemment une vocation politique, puisqu'elle promeut la gouvernance du cardinal, autant que l'absolutisme bourbonien, ainsi pour exemple une tirade de Donziec dans le Cid, la fameuse pièce de Corneille. Mais on doit ce respect au pouvoir absolu de n'examiner rien quand un roi l'a voulu. Dans cet ordre d'idées, Richelieu crée des gazettes et, afin de définir la langue française et ses usages, par l'élaboration de son dictionnaire, crée en 1635 l'Académie française. Dans son testament politique, le cardinal de Richelieu préconise de ruiner le parti huguenot, rabaisser l'orgueil des grands, réduire tous ses sujets, ceux du roi, en leurs devoirs et relever son nom dans les nations étrangères, au point où il devait être. Richelieu meurt le 4 décembre 1642 et lègue au roi par testament son palais cardinal, lequel devient le palais royal. Mais au royaume, puis par le legs de l'histoire, il donne en héritage à la nation le principe de raison d'État, qui a été réinvesti par tous les régimes politiques qui lui ont succédé. Il laisse également un goût du sublime, du prestige et un amour des lettres. Que l'on adhère ou non à la politique du personnage, à sa vision, partiellement ou totalement, on ne peut, si l'on est intellectuellement honnête, que reconnaître sa vive intelligence et ses grandes qualités d'homme d'État. Richelieu est l'un des architectes de l'État moderne qui a toujours conduit la politique en fonction d'une boussole, la raison d'État. Il nous faut aujourd'hui, avec la distance critique et un individu honnête, faire preuve, dans les débats auxquels nous participons, de nuances. J'ai bien parlé de nuances et non de centrisme. Être convaincu dans ses opinions politiques ne dispense pas d'analyser les événements et les personnages dans leur complexité. Ce que ne parvient toujours pas à comprendre le wokisme délétère qui nous arrive des États-Unis d'Amérique. Je suis historien et je fonde mes partis pris sur les résultats de la recherche. Je ne fonde pas la recherche sur mes partis pris. Cordelier, revendiquant l'héritage de la Révolution de 1793, patriote partisan de la France républicaine, laïque, démocrate et sociale, je suis de ceux qui constatent que Richelieu fut l'un des plus grands hommes d'État français. Citoyens, nous nous sommes quelque peu éloignés de mon champ d'investigation habituel. Aussi, pour cette odyssée de l'histoire, je me suis fortement appuyé sur le cours de l'historienne Marie-Laure Leguet, pour laquelle j'ai assumé les travaux dirigés et que je remercie chaleureusement. Citoyens, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux des Cordeliers, sur notre site internet les-cordelier.org et bien sûr sur notre chaîne YouTube
Roma Invicta. Alors, après avoir cliqué sur la petite cloche, si toutefois ce n'était pas encore fait, partagez cette odyssée de l'histoire, car la connaissance, ça se partage et ça se dispute. Salut et fraternité, citoyens.